Elle n'avait aucune idée que cette journée, qui commençait par un triomphe apparent, se terminerait par sa chute la plus humiliante. Elle pensait contrôler chaque détail, chaque personne, chaque euro. Mais elle avait oublié une règle simple. Les masques les plus modestes cachent parfois les visages les plus puissants. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Maintenant, retournons à Paris, dans un bureau où l'arrogance est sur le point de rencontrer son destin. L'air dans les bureaux de l'agence Orion Immobilier était électrique, vibrant d'une tension palpable que même les murs de verre semblaient absorber. Située au cœur de Paris, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel, l'agence était le symbole du luxe et du succès. Mais ce matin-là, le succès n'était pas encore acquis. 20 employés, tous vêtus de costumes sombres et coûteux, se déplaçaient avec une précision nerveuse, comme des acteurs avant le lever du rideau. La raison de cette agitation était la visite imminente du représentant d'un homme dont personne ne connaissait le visage, mais dont tout le monde connaissait le nom. Monsieur Dubois, un milliardaire philanthrope aussi riche que mystérieux, qui cherchait à investir une somme colossale dans un projet immobilier caritatif. Pour Céline, la directrice de l'agence, ce n'était pas juste un contrat, c'était le couronnement de sa carrière, le joyau qui la placerait au sommet de l'immobilier parisien. Céline se tenait au centre de l'open space, un prédateur dans son territoire. Grande, blonde, vêtue d'un tailleur pantalon blanc qui devait coûter plus cher que la voiture d'un homme ordinaire, elle inspectait chaque détail avec un regard d'acier. Pas une feuille de papier ne devait dépasser, pas une tasse ne devait traîner. Son univers était un monde de perfection glaciale, et elle ne tolérait aucune imperfection. C'est alors que son regard s'est posé sur Antoine. Il était le nouvel homme de ménage, engagé il y a à peine 3 jours. La cinquantaine, le dos légèrement voûté par des années de travail difficile, il portait un uniforme bleu simple et des chaussures usées. Il se déplaçait en silence, presque invisible, poussant son chariot de nettoyage avec une lenteur qui exaspérait Céline. Pour elle, il n'était qu'un meuble, une nécessité désagréable dans son décor parfait. L'incident fut minuscule, presque comique dans sa banalité. Antoine, en voulant contourner une plante verte exotique, a légèrement heurté une petite table basse où trônait la tasse de café de Céline. Une seule, unique goutte de café noir s'est échappée et a atterri sur le sol en marbre blanc immaculé. Un silence de mort s'est abattu sur le bureau. Tous les regards se sont tournés vers la scène. Antoine s'est figé, son visage exprimant une profonde contrition. Céline a marché lentement vers lui, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Elle s'est arrêtée juste devant lui, le dominant de toute sa hauteur. « Non mais vous êtes aveugle ou stupide ?» Sa voix a claqué comme un fouet. « Regardez ce que vous avez fait, vous savez combien coûte ce marbre. Votre salaire de toute une année ne suffirait même pas à le polir. » Antoine a ouvert la bouche pour s'excuser, mais Céline n'en avait pas fini. Elle voulait un public, elle voulait un exemple. « Je ne peux pas croire qu'on engage des gens comme vous, des incapables, des moins que rien. » Elle a attrapé une serviette en papier sur son bureau, l'a froissée en boule et la lui a jetée au visage. La serviette a rebondi sur sa joue avant de tomber à ses pieds. Nettoyez ça et attendez. Elle a sorti son smartphone, un dernier modèle brillant. D'un geste rapide, elle a ouvert Instagram et a commencé à filmer la scène en mode story. Voilà ce qui arrive quand on essaie de donner leur chance à des gens qui ne méritent rien, a-t-elle dit à son téléphone avec un sourire méprisant. Elle a ajouté une légende. Quand tu dois gérer les incompétents dès le matin. #management, #vie de patronne. Puis, elle a rangé son téléphone et a ajouté, sa voix redevenue glaciale, « Le coût du nettoyage spécialisé pour cette tâche sera déduit de votre paie.
ça vous apprendra à faire attention quand vous êtes entouré de choses de valeur. Humilié devant tout le monde, filmé et ridiculisé, Antoine n'a pas dit un mot. Il n'a pas protesté, il n'a pas levé les yeux. Une tristesse infinie a semblé traverser son regard pendant une fraction de seconde avant de disparaître. Il a simplement ramassé la serviette en papier, s'est agenouillé et a essuyé la minuscule tache de café avec une dignité silencieuse qui contrastait violemment avec la fureur théâtrale de Céline. Les autres employés ont détourné le regard, un mélange de pitié et de peur sur leur visage. Personne n'a osé intervenir, personne n'a osé défier la reine de cet empire de verre et d'acier. Une fois la tâche effacée, Antoine s'est relevé, a repris son chariot et a continué son travail, disparaissant dans le couloir comme une ombre. Céline, satisfaite de sa démonstration de pouvoir, est retournée à son bureau, le sourire aux lèvres. Elle se sentait forte, invincible. Elle a vérifié son téléphone, regardant avec plaisir les premières vues et réactions à sa story. Elle était prête à recevoir le représentant de Monsieur Dubois, prête à signer le contrat de sa vie. Elle était au sommet de son monde, et rien ne pouvait l'atteindre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait de traiter comme un déchet n'était pas seulement un homme de ménage. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que dans la poche de ce vieil uniforme bleu, à côté d'un trousseau de clés, se trouvait un téléphone bien plus sophistiqué que le sien. Et que dans quelques heures, la vidéo la plus importante de la journée ne serait pas la sienne, mais celle enregistrée par les yeux calmes et calculateurs de l'homme qu'elle venait de briser. Un homme qui était venu tester les âmes, et qui venait de trouver exactement ce qu'il cherchait. Le silence qui suivit le départ d'Antoine était lourd, presque aussi lourd que l'humiliation qui flottait encore dans l'air. Céline, cependant, ne ressentait rien de tout cela. Elle retourna à son bureau, le dos droit, un sourire triomphant sur les lèvres. Elle se sentait purifiée, comme si en écrasant cet homme insignifiant, elle avait éliminé une imperfection de son monde parfait. Sur son écran d'ordinateur, une notification de sa banque confirmait le virement d'un bonus substantiel, une récompense pour un contrat récemment conclu. Elle contempla les chiffres avec une satisfaction froide. L'argent était le seul langage qu'elle respectait, la seule mesure de la valeur d'une personne. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Sa story Instagram avait déjà accumulé des centaines de vues et des dizaines de réactions flammes. Ses contacts la voyaient se comme une femme de pouvoir, une leader qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. C'était tout ce qui comptait. Son regard balaya ensuite le bureau, cherchant une nouvelle cible pour affirmer son autorité avant la grande réunion. Il se posa sur Léa. Léa Martin était l'antithèse de Céline. Jeune, discrète, elle occupait un petit bureau dans un coin, presque caché derrière une pile de dossiers. Elle était assistante junior, mère célibataire d'un petit garçon de 6 ans, et ce travail chez Orion Immobilier était sa seule bouée de sauvetage dans une ville chère comme Paris. Elle travaillait plus dur que n'importe qui, arrivant la première et partant la dernière, tout cela pour un salaire qui couvrait à peine son loyer et les frais de garde. Ce matin-là, elle était particulièrement pâle. Son fils avait toussé toute la nuit et elle n'avait dormi que 3 heures. Céline le remarqua. La faiblesse des autres était pour elle une source d'énergie. Elle s'approcha du bureau de Léa, ses talons faisant à nouveau ce bruit sec et menaçant. « Léa, j'ai besoin que vous compiliez les données de vente des 5 dernières années pour le quartier du Marais. Je veux une analyse comparative avec le 16e arrondissement. J'en ai besoin dans 1 heure. » Léa la regarda, les yeux écarquillés. C'était un travail qui demandait normalement une journée entière. « Mais madame, dans 1 heure, c'est un ordre, pas une suggestion, » la coupa Céline. « Si la tâche est trop complexe pour vous, je suis sûre que des centaines de jeunes femmes plus compétentes seraient ravies de prendre votre place. Et votre bureau. » L'heure du déjeuner arriva, apportant avec elle une nouvelle scène de cruauté subtile. Céline, trop importante pour manger avec ses employés, se fit livrer une luxueuse salade César d'un traiteur réputé. Elle l'ouvrit, picha 2 fois dans les feuilles de laitue avec sa fourchette en argent, puis fit une grimace de dégoût. Ses croûtons sont mous,
annonça-t-elle à la cantonade, comme si elle rendait un verdict royal, absolument immangeable. Sous les regards stupéfaits de ses collègues, elle se leva et jeta le récipient presque plein dans la poubelle de la salle de pause, un geste plein de mépris pour la nourriture et l'argent qu'elle représentait. Pendant ce temps, Léa était assise à son bureau, mangeant nerveusement un sandwich fait maison, tout en essayant de terminer le rapport impossible de Céline. Son téléphone vibra. C'était un SMS de l'école. « Bonjour Madame Martin, Lucas a de la fièvre. Pouvez-vous venir le chercher dès que possible ?» Le cœur de Léa se serra. Partir maintenant signifiait un licenciement certain. Ses mains se mirent à trembler. Elle se sentait piégée, impuissante. C'est à ce moment qu'Antoine entra dans la salle de pause pour vider les poubelles. Il se déplaçait toujours avec cette lenteur silencieuse, le regard baissé. Il s'arrêta devant la poubelle où trônait la salade abandonnée. Léa, qui était venue se chercher un verre d'eau, le vit. Elle le vit hésiter, regarder autour de lui, puis, croyant que personne ne l'observait, il tendit la main et sortit doucement le récipient de la poubelle. Il l'ouvrit, regarda la nourriture presque intacte, et une lueur de faim mêlée de résignation passa dans ses yeux. Léa sentit une vague de honte et de pitié la submerger. Ce n'était pas de la pitié pour lui, mais de la honte pour le monde qui permettait une telle chose. Sans réfléchir, elle s'approcha. « Monsieur, dit-elle d'une voix si basse qu'elle était à peine audible, s'il vous plaît, ne faites pas ça. » Antoine sursauta, surpris. Il essaya de cacher la salade, le visage rouge de confusion. Mais Léa sortit de son sac le pain au chocolat qu'elle gardait pour son goûter. « Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que ça. » Antoine la regarda. Pour la première fois, son masque de servilité fatiguée s'est fissuré. Ses yeux, qui semblaient toujours vides, s'illuminèrent d'une lueur d'intelligence et de surprise. Il ne regardait pas le pain au chocolat. Il la regardait elle, comme s'il la voyait vraiment. Il y eut un long silence. Puis, il prit la pâtisserie avec une délicatesse surprenante. « Merci, dit-il, et sa voix était différente, plus profonde et plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Vous avez un cœur en or, mademoiselle. » Il n'a rien dit de plus. Il a remis la salade dans la poubelle, a glissé le pain au chocolat dans la poche de son uniforme et a continué son travail. Léa est retournée à son bureau, le cœur battant. Cette brève interaction l'avait troublée. Il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, une profondeur, une dignité qui ne correspondait pas à l'image du pauvre homme de ménage que Céline avait dépeinte. La journée de travail s'est finalement terminée. Les bureaux se sont vidés, laissant place au silence et à l'obscurité, seulement percés par les lumières scintillantes de Paris à travers les immenses fenêtres. Antoine a terminé son dernier tour de nettoyage. Il a rangé son chariot dans un petit local de stockage au fond du couloir. La porte s'est refermée derrière lui, le plongeant dans une obscurité presque totale. Il est resté immobile un instant, écoutant le silence. Puis il a sorti son vieux sac à dos usé. Mais ce qu'il en a tiré n'était pas un vieux portefeuille ou un téléphone à clapet. C'était un smartphone dernier cri, fin, noir mat, sans aucune marque visible. L'écran s'est allumé, non pas avec un fond d'écran ordinaire, mais avec une interface cryptée. D'un geste rapide, il a lancé un appel vidéo sécurisé. Le visage de son interlocuteur n'est pas apparu, seulement un logo discret. Antoine a porté le téléphone à son oreille, et l'homme qui a parlé n'avait plus rien à voir avec le balayeur timide et voûté. Sa posture s'est redressée. Sa voix était claire, précise, et chargée d'une autorité naturelle. « Monsieur Bernard, le rapport est prêt. L'objectif principal, Céline Dubois, fait preuve d'un niveau d'arrogance et de cruauté qui dépasse nos pires estimations. Cependant, j'ai identifié un élément inattendu. Une employée junior. Non, Léa Martin. Elle pourrait être la clé. Nous continuons le protocole comme prévu. » Il a raccroché et son regard s'est perdu un instant sur les lumières de la ville. Le jeu ne faisait que commencer et il venait de trouver sa reine. Après avoir terminé son appel,
Antoine est resté un long moment dans l'obscurité du local de stockage, le silence du bureau vide pour seule compagnie. Les lumières de Paris scintillaient au loin, indifférentes aux drames humains qui se jouaient dans ces tours de verre. Il n'était plus l'homme de ménage effacé, son dos était droit, son regard aiguisé. L'humiliation subie plus tôt dans la journée n'était plus une blessure, mais un outil. Chaque insulte, chaque geste de mépris de Céline était une donnée précieuse, une pièce du puzzle qu'il était venu assembler. Il avait vu la cruauté pure, mais il avait aussi vu autre chose, quelque chose de bien plus rare, un acte de bonté spontanée et désintéressée de la part de Léa. Le protocole était clair, il devait tester le leadership, la moralité, la capacité à gérer le pouvoir. Mais maintenant, une nouvelle variable était entrée dans l'équation. Le pain au chocolat, geste simple et anodin, avait peut-être changé le cours de millions d'euros et le destin de nombreuses personnes. Le lendemain matin, le drame personnel de Léa a atteint son paroxysme. Son fils, Lucas, s'est réveillé avec une fièvre brûlante et une toux qui lui déchirait la poitrine. Le médecin, consulté en urgence par téléphone, a été formel. Il fallait l'emmener à l'hôpital pour des examens. La panique a saisi Léa. Manquer le travail aujourd'hui, le jour de la grande réunion avec le représentant de Monsieur Dubois, était impensable. Elle a appelé Céline, la voix tremblante, essayant d'expliquer la situation avec le plus de professionnalisme possible. La réponse de Céline a été un mur de glace. Un enfant malade. Léa, nous ne sommes pas une garderie. C'est le jour le plus important de l'année pour cette agence. Soit vous êtes à votre bureau dans 30 minutes, soit vous n'avez plus besoin de revenir. Jamais. La communication a été coupée avant même que Léa puisse répondre. Assise au bord du lit de son fils, les larmes coulant sur ses joues, elle se sentait prise dans un étau. D'un côté, son enfant qui avait besoin d'elle, de l'autre, le travail qui leur permettait de survivre. C'est Antoine qui a trouvé Léa en pleurs dans les toilettes de l'agence 1 heure plus tard. Elle avait réussi à déposer Lucas chez une voisine, le cœur brisé, et était venue au bureau, le visage ravagé par l'inquiétude et la culpabilité. Antoine était en train de changer le sac poubelle quand il l'a entendue sangloter. Il a frappé doucement à la porte. « Mademoiselle, tout va bien. » Léa est sortie, les yeux rouges, incapable de cacher sa détresse. Entre deux sanglots, elle lui a tout raconté. La maladie de son fils, l'ultimatum de Céline, son sentiment d'impuissance. Antoine l'a écouté sans l'interrompre, son visage habituellement impassible, empreint d'une profonde compassion. Quand elle a eu fini, il n'a pas offert de parole de réconfort vide. Il a agi. « Restez ici un instant », a-t-il dit d'une voix calme et rassurante. Il est parti et est revenu 2 minutes plus tard. Dans sa main, il tenait une petite clé. C'est la clé du bureau de stockage au fond du couloir. Personne n'y va jamais. Allez-y, vous pourrez appeler l'hôpital et prendre des nouvelles de votre fils en toute tranquillité. Je ferai le guet. Léa l'a regardé, stupéfaite par cette offre inattendue. Mais, et si Céline vous voit? Ne vous inquiétez pas pour moi, a-t-il répondu avec un léger sourire. Je sais comment rester invisible. Pendant que Léa était au téléphone, la rage et l'arrogance de Céline atteignaient de nouveaux sommets. Le représentant de Monsieur Dubois, un avocat au visage sévère nommé Maître Bernard, était arrivé. Céline l'a accueilli avec un flot de compliments et de sourires forcés, le guidant vers la grande salle de réunion. Elle se sentait invincible, persuadée que son charisme et sa présentation impeccable allaient sceller l'affaire. Pour impressionner encore plus l'avocat, elle a décidé de faire une nouvelle démonstration de son autorité. Elle a appelé Antoine dans la salle de réunion sous un prétexte futile. « Antoine, le sol ici, près de la fenêtre. Je vois une trace. Nettoyez-la immédiatement. Je veux que tout soit parfait pour Maître Bernard. » Devant l'avocat, qui observait la scène sans ciller, elle a pointé une marque invisible sur le marbre. C'était une humiliation gratuite, un pur spectacle de pouvoir. Antoine s'est exécuté en silence, mais cette fois, quelque chose était différent.
En se penchant pour nettoyer le sol, il a posé son vieux téléphone portable sur la table, l'écran tourné vers le bas. Personne n'a remarqué que la caméra arrière était activée et enregistrait discrètement toute la conversation. Après le départ d'Antoine, Céline a commencé sa présentation. Elle parlait avec éloquence de profit, de rendement, de prestige. Mais maître Bernard l'a interrompue. Madame, monsieur Dubois est moins intéressé par les profits que par l'éthique. Comment traitez-vous vos employés? Quelle est la culture de votre entreprise? Céline a ri, un son cristallin et faux. Mes employés m'adorent. Nous sommes une famille. Je suis exigeante, bien sûr, mais c'est pour leur bien. La preuve, nous n'avons presque jamais de démission. C'était un mensonge éhonté, et la caméra du téléphone d'Antoine, toujours en marche sur la table, enregistrait chaque mot. Pour appuyer ses dires, elle a ajouté « Tenez, même notre personnel de nettoyage est avec nous depuis des années. Ils sont loyaux car nous les traitons avec respect. » L'ironie était si épaisse qu'elle en était presque palpable. Maître Bernard a hoché la tête lentement, son visage impénétrable. Plus tard dans la journée, alors qu'il nettoyait le bureau de Céline, vide pour un instant, Antoine a remarqué quelque chose. Sur l'écran de l'ordinateur de Céline, laissé déverrouillé, une fenêtre de conversation WhatsApp était ouverte. C'était un échange avec le propriétaire de l'agence. Le dernier message de Céline était glaçant. « Ne t'inquiète pas, l'avocat a tout gobé. Une fois le contrat Dubois signé, on pourra enfin virer la mère célibataire et les autres poids morts. On optimisera les coûts. » Sous le message, une photo d'elle et du propriétaire, riant aux éclats sur un yacht, un verre de champagne à la main. Sans hésiter, Antoine a sorti son propre smartphone, a pris une photo claire de l'écran, capturant la conversation et la photo compromettante. Il avait maintenant la preuve de sa cruauté, de ses mensonges et de ses intentions. Il avait son visage public, enregistré sur vidéo, et son visage privé, capturé sur une photo. En fin de journée, il a retrouvé Léa. Elle était un peu plus calme, son fils était stable, mais devait rester en observation. Il lui a rendu la clé du local. « Merci » a-t-elle murmuré, la gratitude se lisant dans ses yeux fatigués. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Antoine a simplement hoché la tête. Il voulait lui dire que tout allait bientôt changer, que justice allait être faite. Mais ce n'était pas encore le moment. Il est retourné à son local, a verrouillé la porte et s'est assis dans le noir. Il a sorti son téléphone et a regardé les preuves qu'il avait collectées. La vidéo de l'humiliation dans la salle de réunion, la photo de la conversation WhatsApp. Il a ensuite ouvert un dossier sécurisé nommé Orion et a ajouté ces nouveaux fichiers à une collection déjà existante de documents financiers, de témoignages d'anciens employés et de captures d'écran. Il avait tout. La cruauté, les mensonges, la fraude. Le moment de la vérité approchait à grands pas. Le piège qu'il avait si patiemment tendu était sur le point de se refermer. Le lendemain matin, une atmosphère de triomphe artificiel régnait dans les bureaux d'Orion Immobilier. Céline était arrivée vêtue d'une robe rouge éclatante, la couleur de la victoire. Elle avait reçu un appel tard dans la soirée de maître Bernard, l'avocat de monsieur Dubois. Il lui avait annoncé que sa présentation avait été très impressionnante et qu'une réunion finale était fixée pour le lendemain après-midi afin de finaliser les détails du partenariat. Pour Céline, ces mots étaient une musique céleste. Elle avait gagné. Le contrat de plusieurs millions d'euros était pratiquement dans sa poche. Sa confiance, déjà immense, s'est transformée en une arrogance pure et sans limite. Elle se voyait déjà sur la couverture des magazines économiques, célébrée comme la nouvelle reine de l'immobilier parisien. Elle marchait dans les couloirs non plus comme une directrice, mais comme une impératrice inspectant son domaine, distribuant des ordres secs et des regards condescendants à ses sujets tremblants. Sa première cible fut Léa. La jeune femme était revenue au travail, le visage marqué par une nuit blanche passée au chevet de son fils à l'hôpital. Lucas était hors de danger, mais devait rester en observation. Léa était épuisée, mais soulagée.
Elle espérait un minimum de compassion de la part de sa patronne. Elle s'était trompée, Céline l'a convoquée dans son bureau de verre, laissant la porte ouverte pour que tout le monde puisse assister au spectacle. Léa, commença-t-elle d'une voix faussement douce, j'ai appris que vous avez passé une partie de la journée d'hier à régler vos problèmes personnels au téléphone. C'est inacceptable. Cette agence n'est pas un centre social. Léa a essayé de se défendre. Madame, mon fils était à l'hôpital, je devais. Céline a levé la main pour la faire taire. Vos excuses ne m'intéresseront pas. Votre manque de professionnalisme est un fardeau pour cette équipe. Alors voilà ce qui va se passer. À partir d'aujourd'hui, votre salaire est réduit de 20% pour manque de productivité. Et si j'entends la moindre plainte, la porte est là. Elle a pointé la sortie d'un geste théâtral. Léa est restée figée, le souffle coupé. 20%. C'était la différence entre payer son loyer et être à la rue. Les larmes lui sont montées aux yeux, mais elle les a ravalées. Elle ne voulait pas donner cette satisfaction à Céline. Elle a simplement hoché la tête et est retournée à son bureau, le cœur en miettes. Le pic de l'humiliation, cependant, était réservé à Antoine. Céline, dans son euphorie, a décidé d'organiser un petit déjeuner au champagne pour célébrer la future collaboration avec le Fonds du Bois. Elle a fait venir un traiteur de luxe avec des plateaux de petits fours et des bouteilles de champagne hors de prix. Alors que les employés se servaient timidement, Céline a appelé Antoine. Antoine, venez ici. Il s'est approché, son chariot de nettoyage à la main. Céline tenait une flûte de champagne. Tenez, dit-elle avec un sourire cruel, même les petites gens ont le droit de trinquer à mon succès. C'était une provocation, un piège. S'il refusait, il serait insolent. S'il acceptait, il serait ridicule. Les autres employés regardèrent la scène, mal à l'aise. Antoine a regardé la coupe, puis a levé les yeux vers Céline. Son visage était calme, presque serein. Non, merci, madame, je ne bois pas en service. Cette réponse calme et digne a rendu Céline furieuse. Elle ne supportait pas qu'on lui résiste, surtout pas lui. Sa voix est devenue sifflante. Comment osez-vous? Vous refusez de célébrer le succès de l'entreprise qui vous nourrit. Elle s'est approchée de lui, son visage déformé par la colère. Vous savez ce que vous êtes, Antoine. Vous êtes un moins que rien. Un rat qui nettoie les miettes des gens qui réussissent. Vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien. Puis, elle a commis l'acte irréparable. Sous les yeux horrifiés de tous, elle a vidé sa flûte de champagne sur la tête d'Antoine. Le liquide froid et pétillant a coulé sur ses cheveux grisonnants, sur son visage, trempant le col de son uniforme. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Antoine n'a pas bougé. Il est resté là, le champagne dégoulinant sur son front, les yeux fermés. Il ne semblait pas humilié, il semblait patient, comme s'il attendait que la tempête passe. À l'intérieur, cependant, chaque goutte de ce champagne était comme de l'acide sur une plaque photographique, gravant cette scène dans sa mémoire pour toujours. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve ultime dont il avait besoin. Ce que personne n'a vu, c'est que dans le coin de la pièce, près de la machine à café, Léa avait sorti son téléphone. Tremblante de rage et de pitié, elle avait filmé toute la scène. L'humiliation, les insultes, le champagne versé sur la tête d'un homme âgé. Elle avait tout enregistré. Quand Céline, satisfaite de son effet, a tourné les talons, Léa a rapidement arrêté l'enregistrement et a glissé son téléphone dans sa poche, le cœur battant à tout rompre. Elle ne savait pas encore pourquoi elle l'avait fait, c'était un réflexe, un besoin de garder une trace de cette injustice monstrueuse. Pendant ce temps, Antoine s'est excusé d'une voix basse pour le dérangement, a pris un chiffon sur son chariot et a commencé à s'essuyer le visage et les cheveux avec une lenteur méthodique. Il semblait brisé, vaincu. Mais à l'intérieur, un calme glacial s'était installé. Le masque était sur le point de tomber. Il avait supporté le dernier affront. Le jeu était terminé. Plus tard, dans la solitude de son local de stockage, Antoine a sorti son smartphone. Il a reçu une notification. C'était un message de Léa sur une application sécurisée qu'il lui avait discrètement demandé d'installer la veille, juste au cas où.
Le message contenait une seule pièce jointe, la vidéo de l'incident du champagne. Il l'a regardée une fois, le visage sans expression, puis il l'a téléversée dans son dossier Orion, sur un serveur cloud crypté, à côté de toutes les autres preuves. Il a ensuite envoyé un court message à Maître Bernard, phase finale initiée, préparé la salle du conseil, envoyé la convocation à tous les actionnaires d'Orion. Rendez-vous à 15 heures précises. La réponse a été instantanée. Bien reçue, tous les éléments sont en place. Antoine a ensuite ouvert sa galerie de photos. Il a fait défiler les images jusqu'à en trouver une. C'était une photo de lui, plus jeune, souriant, aux côtés d'une femme et de 2 enfants. Sa famille, perdue dans un accident tragique des années auparavant, c'est en leur mémoire qu'il avait créé le fond du bois, pour transformer sa douleur en espoir pour les autres. Il a regardé la photo un long moment, puis l'a éteinte. La douleur était toujours là, mais aujourd'hui, elle était devenue une force. Il a enlevé son uniforme de travail bleu, souillé de champagne. En dessous, il portait des vêtements simples mais de bonne qualité. Il a sorti de son sac à dos une chemise blanche impeccable et une cravate en soie. Lentement, méthodiquement, il a commencé à se changer. L'homme de ménage voûté et fatigué disparaissait, laissant place à un homme droit, au regard déterminé. Il n'était plus Antoine, le balayeur. Il était sur le point de redevenir Antoine Dubois, le juge, le jury et le bourreau de ceux qui abusaient de leur pouvoir. La réunion était dans moins d'1 heure. Céline se préparait à signer le contrat de sa vie. Elle ne savait pas qu'elle se préparait en réalité à assister à l'exécution publique de sa carrière. Le masque allait enfin tomber. Et Paris allait apprendre qui était vraiment le mystérieux monsieur Dubois. 15 heures moins le quart. Dans le luxueux bureau de Céline, l'ambiance était à l'euphorie. Elle venait de terminer un appel avec le propriétaire de l'agence, lui décrivant avec des détails jubilatoires la scène du champagne. Ils avaient ri ensemble, se moquant de la tête de chien battue d'Antoine. C'est la dernière fois qu'on voit sa sale tête, avait conclu Céline. Après la signature, je le vire sur le champ, et la mère célibataire suivra juste après. On va faire le grand ménage. Elle se repoudrait le nez, ajustant son rouge à lèvres carmin, une couleur de conquérante. Sur son bureau, le contrat préparé par ses avocats attendait. Un document épais qui représentait des millions d'euros de commission pour elle et l'agence. Elle se versa un verre d'eau, les mains parfaitement stables. Elle n'avait aucun doute, aucune appréhension. Pour elle, le monde était simple, les forts comme elle gagnait, et les faibles comme Antoine et Léa perdaient. C'était la loi de la nature, la loi du business. Elle était à quelques minutes de son plus grand triomphe. Pendant ce temps, à l'autre bout du bâtiment, dans le silence feutré de la grande salle du conseil d'administration, une autre scène se préparait. La salle, habituellement réservée aux réunions les plus importantes, était prête, mais pas pour la signature d'un contrat. Maître Bernard, l'avocat au visage de pierre, supervisait les derniers préparatifs techniques. 2 techniciens discrets installaient des caméras miniatures, les dissimulant dans des plantes vertes et des faux livres sur les étagères. Un immense écran mural, habituellement utilisé pour les présentations PowerPoint, était connecté à un ordinateur portable sécurisé. Sur le bureau de cet ordinateur, plusieurs fichiers étaient ouverts, portant des noms de code vidéo champagne. MP4, audio bureau, WAV, screen, WhatsApp, JPG. Tout était prêt. Les actionnaires principaux d'Orion Immobilier, convoqués pour une réunion d'urgence et de la plus haute importance, commençaient à arriver. Ils étaient nerveux, ne comprenant pas la raison de cette convocation soudaine. Maître Bernard les accueillait avec une courtoisie glaciale, les invitant à prendre place. Léa, de son côté, vivait les minutes les plus longues de sa vie. Après avoir envoyé la vidéo à Antoine, elle avait reçu un message crypté de sa part. 15 heures, salle du conseil. N'ayez pas peur, la justice arrive. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais une étrange intuition lui disait de faire confiance à cet homme. Elle avait passé la dernière heure à copier discrètement
sur une clé USB des fichiers sensibles auxquels elle avait accès, des notes de frais falsifiées par Céline, des emails où elle dénigrait des clients, des plaintes d'anciens employés étouffées par la direction. Elle agissait par instinct, poussée par un besoin de justice pour elle, pour Antoine, pour tous ceux que Céline avait écrasés. À 14h55, elle se leva de son bureau, la clé USB serrée dans sa main moite. Elle se dirigea vers la salle du conseil, le cœur battant la chamade. Elle se sentait à la fois terrifiée et incroyablement vivante. Dans le local de stockage, Antoine finissait sa transformation. Il portait désormais un costume sombre, parfaitement coupé, d'une élégance discrète mais indéniable. La chemise blanche était impeccable, la cravate en soie nouée avec précision. Il n'avait plus rien de l'homme de ménage. Il se regarda dans un petit miroir, fissuré, accroché au mur. Le visage qui lui faisait face était celui d'un homme qui avait connu la douleur, mais qui l'avait transformé en force. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une détermination froide et tranquille. Il a sorti son smartphone et a envoyé un dernier message à un contact nommé le journaliste. Dossier complet transféré. Publication autorisée sur mon signal. Soyez prêts. Il a reçu une réponse immédiate. Nous sommes prêts. Le monde attend. Il a ensuite regardé une dernière fois la photo de sa famille. C'est pour vous, a-t-il murmuré, pour que plus personne n'ait à subir ce que nous avons subi. Il a rangé le téléphone, a pris une profonde inspiration et a ouvert la porte. Le moment était venu. À 15 rendez-vous précises, Céline entra dans la salle du conseil, son contrat à la main, un sourire radieux sur le visage. Elle s'attendait à y trouver maître Bernard seul, prêt pour la signature. Sa surprise fut totale en découvrant la salle remplie. Les actionnaires, le propriétaire de l'agence, tous la regardaient avec des expressions graves et interrogatives. Son sourire s'est légèrement figé. Que se passe-t-il ? Je pensais que nous avions une réunion privée pour la signature. Maître Bernard se leva. Asseyez-vous, madame. La réunion concerne bien le contrat Dubois. Mais avant de signer quoi que ce soit, Monsieur Dubois tenait à se présenter personnellement à vous tous. Une vague de murmures parcourut la salle. Monsieur Dubois, en personne. C'était un événement sans précédent. Céline sentit une bouffée d'excitation et de vanité. Le grand homme venait en personne pour la féliciter. Elle reprit contenance, s'assit au bout de la table, se sentant plus importante que jamais. Elle lissa sa robe rouge, prête à rencontrer la légende. La porte de la salle du conseil s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent dans cette direction. Et dans l'encadrement de la porte se tenait Antoine. Pas Antoine le balayeur, mais Antoine Dubois, droit, calme, vêtu de son costume impeccable. Un silence de mort, absolu et total, tomba sur la salle. Les actionnaires le regardaient, ne comprenant pas. Le propriétaire de l'agence fronça les sourcils, confus. Seule Céline comprit, ou plutôt, son cerveau refusa de comprendre. Elle le fixa, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Elle passa du rouge de la victoire au blanc de la terreur en une fraction de seconde. C'était impossible, un cauchemar, une blague de mauvais goût. Elle secoua la tête, comme pour chasser l'image. Mais l'homme était bien là, réel, et son regard était fixé sur elle. Un regard sans colère, mais lourd de jugement. Antoine avança lentement dans la pièce. Chaque pas résonnait dans le silence assourdissant. Il s'arrêta à la place d'honneur, en face de Céline. Il ne lui adressa pas la parole. Il se tourna vers l'assemblée. « Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus. Mon nom est Antoine Dubois. » Sa voix, calme et posée, était comme un coup de tonnerre dans la salle. Il laissa la nouvelle s'installer, savourant le choc sur les visages. Puis, il se tourna enfin vers Céline, dont le visage était une caricature de l'horreur. « Madame, dit-il, et sa voix était devenue glaciale. Vous vouliez rencontrer monsieur Dubois. Le voici. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Il fit un signe de tête à maître Bernard. Sur le grand écran mural derrière lui, la première image apparut.
C'était une capture d'écran de la story Instagram de Céline, celle où elle humiliait le moins que rien. Le spectacle ne faisait que commencer. Dans quelques minutes, leur monde, construit sur le mépris et l'arrogance, allait s'écrouler. Et ils seraient là pour regarder chaque brique tomber. Le visage de Céline était un masque d'horreur figé. Le son dans la pièce semblait avoir été aspiré, remplacé par le bourdonnement assourdissant de son propre sang dans ses oreilles. Antoine Dubois. L'homme qu'elle avait humilié, sur qui elle avait versé du champagne, était le milliardaire qu'elle courtisait. L'absurdité de la situation était si monstrueuse, si totale, qu'une partie de son esprit refusait de l'accepter. Elle a laissé échapper un rire nerveux, un son strident et fragile. C'est une blague. Une sorte de test ridicule. Antoine, arrêtez cette comédie immédiatement. Sa voix, habituellement si assurée, était au bord de la rupture. Antoine ne lui a pas répondu directement. Il a fait un signe de tête à Maître Bernard, et l'image de la story Instagram sur l'écran géant a été remplacée par une vidéo. La salle du conseil a été plongée dans un silence glacial alors que la scène du champagne se déroulait sous leurs yeux. On voyait Céline, radieuse dans sa robe rouge, insulter Antoine avec une cruauté calculée. On l'entendait le traiter de moins que rien, de rat, puis le geste final, humiliant, le champagne coulant sur la tête de l'homme silencieux. La vidéo, prise par Léa, était d'une clarté brutale. Personne dans la salle n'osait respirer. Les actionnaires regardaient Céline, leur visage passant de la confusion à un dégoût glacial. Ceci, mesdames et messieurs, a commencé Antoine d'une voix calme, mais qui portait dans toute la pièce, est un exemple de la culture d'entreprise et du respect que madame prétendait incarner hier. Il a fait une pause, laissant l'impact de ses mots s'installer. Pendant 3 semaines, j'ai eu le privilège de travailler incognito dans cette agence. Pas pour évaluer vos performances financières, qui sont, je dois l'admettre, excellentes, mais pour évaluer quelque chose de bien plus important, votre humanité. Le Fonds Dubois ne construit pas seulement des bâtiments, nous construisons des communautés. Et cela commence par la façon dont nous traitons les gens. Tous les gens. Céline a bondi de sa chaise, le visage rouge de fureur et de panique. C'est un montage, c'est faux. Cet homme est un imposteur, sécurité. Mais personne n'a bougé. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran où une nouvelle preuve apparaissait. C'était la capture d'écran de la conversation WhatsApp entre Céline et le propriétaire de l'agence. Les mots s'affichaient en grand accusateur. Une fois le contrat Dubois signé, on pourra enfin virer la mère célibataire et les autres poids morts. Le propriétaire de l'agence, un homme corpulent assis à côté de Céline, est devenu livide. Il a essayé de s'enfoncer dans son fauteuil, de devenir invisible. Les actionnaires se sont tournés vers lui, leurs regards se durcissant. L'empire commençait à se fissurer de l'intérieur. La mère célibataire, a poursuivi Antoine, son regard se posant sur Léa, qui se tenait près de la porte, est mademoiselle Léa Martin, une employée qui, malgré un fils malade et des menaces de licenciement, a fait preuve de plus de compassion et d'intégrité en une journée que vous, madame, en toute une carrière. Il a fait un signe à Léa. Tremblante mais déterminée, elle s'est avancée et a posé la clé USB sur la table devant Maître Bernard. Voici les preuves des notes de frais falsifiées, des plaintes étouffées et de la correspondance interne. Tout y est. La panique de Céline s'est transformée en désespoir. Elle a commencé à plaider, sa voix passant des aigus de la fureur aux sanglots de la supplication. Monsieur Dubois, Antoine, s'il vous plaît, je ne savais pas. C'était une erreur, un moment de stress. Je peux tout arranger. Donnez-moi une seconde chance. Mais Antoine était inflexible. Son visage était un masque de marbre. Une seconde chance. C'est ce que vous avez offert à Léa quand son fils était malade. C'est ce que vous m'avez offert quand vous m'avez traité comme un déchet. Il s'est approché d'elle, sa présence la dominant complètement. Vous ne voyez pas les gens, vous ne voyez que des outils, des obstacles ou des marchepieds.
Vous avez construit votre succès sur l'humiliation et la peur. Aujourd'hui, votre empire s'effondre. Et comme pour ponctuer ces paroles, les téléphones de tous les actionnaires dans la salle ont commencé à vibrer simultanément. Maître Bernard venait de leur envoyer par email un lien vers le dossier cloud sécurisé contenant toutes les preuves, vidéos, audio, documents financiers, témoignages. Le piège numérique s'était refermé. Au même moment, à l'extérieur du monde clos de la salle du conseil, la tempête médiatique commençait. Le journaliste contacté par Antoine a publié son article, un exposé dévastateur intitulé « Le milliardaire et le balayeur, la face cachée d'Orion Immobilier ». L'article, accompagné de la vidéo du champagne et des captures d'écran, est devenu viral en quelques minutes. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Antoine a explosé. Des milliers de personnes partageaient l'histoire, exprimant leur dégoût pour Céline et leur admiration pour la patience et la stratégie d'Antoine Dubois. Les chaînes d'information en continu ont interrompu leur programme pour couvrir l'affaire. Des camions de télévision ont commencé à se masser devant le siège de l'agence. Le monde extérieur, que Céline avait toujours méprisé, était en train de la juger. Dans la salle, le chaos était total. Le propriétaire de l'agence tentait de se justifier, criant qu'il avait été manipulé par Céline. Les actionnaires, furieux de voir la réputation de leur investissement s'effondrer en direct, hurlaient des accusations. Céline, réalisant que tout était perdu, a tenté une dernière manœuvre désespérée. Elle s'est levée, a renversé sa chaise et a couru vers la sortie. Mais la porte était bloquée par 2 agents de sécurité discrets qui étaient entrés sans que personne ne le remarque. Son évasion était impossible. Elle était piégée. Elle s'est effondrée sur le sol, en larmes, non pas des larmes de remords, mais des larmes de rage et d'auto-apitoiement. Son monde parfait, sa carrière, sa réputation, tout venait d'être anéanti en moins de 10 minutes par l'homme qu'elle considérait comme une poussière sous ses chaussures. Antoine a levé la main, et un silence relatif est revenu. Le Fonds Dubois retire immédiatement son offre d'investissement, a-t-il annoncé d'une voix claire et forte. De plus, nous engageons des poursuites judiciaires contre Madame Céline et la direction d'Orion Immobilier pour harcèlement, fraude et diffamation. Mes avocats estiment les dommages à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un gémissement collectif a parcouru les rangs des actionnaires. Cependant, a continué Antoine, je crois aux secondes chances, pas pour ceux qui abusent du pouvoir, mais pour ceux qui le méritent. Il s'est tourné vers Léa, qui le regardait, les yeux brillants de larmes et d'incrédulité. Le Fonds Dubois est prêt à investir le double de la somme initialement prévue pour sauver cette agence et ses emplois. Mais à une condition, qu'elle soit dirigée par une personne qui comprend la valeur de l'empathie et de l'intégrité. Il a marqué une pause, laissant le suspense monter. Je propose au conseil d'administration de nommer immédiatement mademoiselle Léa Martin comme nouvelle directrice générale d'Orion Immobilier Paris. Un murmure de stupéfaction a parcouru la salle, rapidement suivi par une vague d'approbation. Pour les actionnaires, c'était une bouée de sauvetage inespérée. Ils ont applaudi, d'abord timidement, puis avec une force croissante. C'était la fin du règne de la terreur et le début d'une nouvelle ère. Léa, submergée par l'émotion, a couvert sa bouche de ses mains, des larmes de joie coulant sur ses joues. Antoine s'est approché d'elle et lui a tendu la main. « Félicitations, madame la directrice. » La justice n'avait pas seulement été rendue, elle avait été poétique, spectaculaire et totale. La vérité avait enfin éclaté, et pour tous ceux qui se trouvaient dans cette pièce, rien ne serait plus jamais comme avant. Le masque était tombé, révélant le monstre, mais aussi le héros inattendu. Et ce n'était que le début de la chute pour certains, et de l'ascension pour d'autres. La chute de Céline fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été impitoyable. Dans les jours qui ont suivi la réunion explosive, l'histoire d'Orion Immobilier est devenue un phénomène national, puis international.
La vidéo du champagne, surnommée le champagne de la honte par les internautes, a atteint plus de 100 millions de vues en une semaine. Céline est devenue le visage de l'arrogance patronale, une paria sociale. Poursuivie en justice par Antoine Dubois pour des dommages et intérêts records, ainsi que par une douzaine d'anciens employés qui ont trouvé le courage de parler, elle a tout perdu. Sa luxueuse maison avec vue sur la tour Eiffel a été saisie pour payer une partie de ses dettes. Ses comptes en banque ont été gelés. Ses amis de la haute société l'ont abandonnée, effrayée d'être associée à son nom toxique. La dernière fois qu'on l'a vue publiquement, c'était à la sortie du tribunal, le visage caché derrière de grandes lunettes noires, harcelée par les journalistes. Elle a fini par accepter un travail de télévendeuse dans une petite entreprise de banlieue, un retour ironique et cruel à la case départ, obligée de passer ses journées à subir le mépris des gens au téléphone. Le propriétaire de l'agence, complice de ses manigances, a été contraint de vendre toutes ses parts pour éviter la faillite et fait maintenant face à des accusations de fraude fiscale. Leur empire, construit sur le sable mouvant de la cruauté, s'était effondré en poussière. Pour Léa, en revanche, ce fut le début d'une nouvelle vie. Sa nomination à la tête de l'agence, initialement accueillie avec scepticisme par certains, s'est avérée être un coup de génie. Elle a dirigé avec l'empathie et l'intégrité qui lui avaient toujours fait défaut. Elle a réembauché plusieurs employés injustement licenciés par Céline, a instauré une politique de transparence et de bien-être au travail et a transformé l'agence en un modèle d'entreprise éthique. Sous sa direction, et avec le soutien financier massif du Fonds Dubois, Orion Immobilier a non seulement survécu, mais a prospéré comme jamais auparavant, se spécialisant dans les projets immobiliers à impact social. Léa a pu offrir à son fils Lucas les meilleurs soins médicaux et une vie stable et heureuse. Elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Chaque année, elle organisait une grande journée de charité, financée par l'agence, pour aider les mères célibataires en difficulté. Elle était devenue tout ce que Céline prétendait être, une leader respectée, une femme de pouvoir, mais une femme avec un cœur. Antoine Dubois, quant à lui, est redevenu l'homme qu'il était, un philanthrope, discret, mais immensément influent. Son histoire a inspiré des millions de personnes. Des universités prestigieuses l'ont invité à donner des conférences sur l'éthique en entreprise. Netflix a produit une mini-série à succès basée sur son infiltration intitulée Le milliardaire anonyme. Il a utilisé cette nouvelle notoriété non pas pour sa gloire personnelle, mais pour renforcer la mission de son fonds. Le Fonds Dubois a lancé un nouveau programme mondial, le test du pain au chocolat, visant à identifier et à financer des individus et des petites entreprises qui, comme Léa, font preuve d'une bonté et d'une intégrité exceptionnelles dans des situations difficiles. Il n'a jamais cherché la vengeance, seulement la justice. Parfois, tard le soir, il regardait par la fenêtre de son bureau les lumières de Paris, la ville qui lui avait tout pris et tout redonné, et il pensait à sa famille. Il savait qu'ils seraient son fier. Sa douleur avait fleuri en un jardin d'espoir pour d'autres. 3 ans plus tard, le soleil brillait sur Paris. Dans un parc magnifiquement entretenu, financé par une collaboration entre Orion Immobilier et le Fonds Dubois, une petite fête avait lieu. Léa, élégante et sereine, surveillait son fils Lucas, maintenant âgé de 9 ans, qui jouait au football avec d'autres enfants. À ses côtés se tenait Antoine, les cheveux un peu plus gris, mais le sourire facile. Ils étaient devenus des amis proches, liés par l'épreuve qu'ils avaient traversée. Ils regardèrent les familles rire, les enfants courir, un tableau de bonheur simple et authentique. C'était la preuve vivante que le bien pouvait triompher du mal, que la lumière pouvait percer les ténèbres les plus profondes. Leur histoire était devenue une parabole moderne, un rappel que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son costume ou à son compte en banque, mais à la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences.
Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour